Il y a même des gens qui disent, mais je l'entends encore aujourd'hui, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Moi, je leur réponds, mais imbécile, s'il n'y a pas de problème, pourquoi tu veux des solutions? Il y a des concepts de base qui permettent de se débrouiller dans les organisations qui sont totalement absents. Plutôt que d'étudier de la technique, essayez plutôt de vous centrer sur les façons de raisonner. En tant que Scrum Master ou coach agile, on veut créer du changement. Et on se rend compte que les managers, ils sont perdus. On leur demande d'aborder leur rôle autrement. Et si on ne comprend pas pourquoi ils sont perdus, bah, on ne peut pas les accompagner. Et du coup, bah, c'est à coup sûr l'échec de la mission. Pour vous donner des éléments de réponse, nous sommes avec François Dupuis. Bonjour François, merci beaucoup d'être là avec nous sur Scrum Life. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà? Je vais le faire rapidement, mais bien entendu, plus on est âgé, plus la présentation prend de temps. Dans la carrière de sociologue, j'ai commencé par 15 ans au CNRS, donc comme chercheur, hein. Mais c'est important à noter parce que j'étais dans le laboratoire de Michel Crozier, à qui je rends hommage chaque fois que je peux, il faut le dire, et où j'ai tout appris. Donc j'ai d'abord eu une carrière de chercheur, ensuite j'ai dérivé vers l'enseignement d'abord, et puis j'ai eu en permanence des activités de conseil. Et une dernière activité, c'est celle qui t'a frappé, c'est-à-dire l'écriture, puisque la série des 3 Lost in Management a été précédée quand même par un certain nombre de livres. Pourquoi est-ce que dans les faits, c'est si difficile pour un manager, et particulièrement dans les grosses boîtes, de se rendre compte, de voir que les approches traditionnelles, bah, elles ne fonctionnent plus? Bah, est-ce que derrière, il y a des vrais changements de société assez profonds qui se cachent? Ou est-ce que en vrai, en réalité, d'ailleurs, ces anciennes approches, elles ont jamais fonctionné? Comment tu vois les choses? Je crois qu'il est vrai de dire qu'il y a un parallèle assez fort entre l'évolution, alors, sociale, du contexte, on va dire, économique et social, et d'autre part, l'évolution du management. C'est vrai qu'il y a un lien entre les deux. Alors, si on avait à le décrire en faisant un tout petit peu d'histoire du management, puisque, voilà, on pourrait dire qu'il y a une première période, alors je ne vais pas revenir trop en arrière, mais il y a une période intéressante à observer, c'est la période qui va de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au choc pétrolier dans les années 70, alors avec ce que l'on appelle les effets de latence jusqu'au début des années 80. Et c'est une période dans laquelle les marchés sont relativement fermés. Et d'un certain point de vue, le fait que les marchés soient fermés, le fait qu'il y ait eu une guerre très destructrice précédemment, fait que les produits sont relativement rares. Et le fait que les produits soient rares fait que les producteurs, alors d'ailleurs producteurs, on va mettre des producteurs, distributeurs, tout ce que l'on veut, ont le pouvoir par rapport aux clients, par rapport à un client qui n'a pas beaucoup le choix. On va dire ça comme ça. Et tant que les producteurs ont dominé les clients de cette manière-là, quand ils fait cet avantage qu'ils avaient par rapport à leurs clients, alors on pourrait dire qu'ils ont pratiqué des prix élevés, c'est relativement vrai. Si on fait des comparaisons avec, par exemple, pour acheter une voiture, combien de mois de salaire, as-tu besoin par rapport à la situation actuelle? Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici. C'est surtout que les producteurs, en profitant de cette situation de domination, se sont organisés au sens sociologique du terme, c'est-à-dire ont décidé des façons de travailler qu'en prenant en compte leurs propres problèmes à eux et pas les problèmes des clients. Ça veut dire que les producteurs ont bâti ce qu'en sociologie on appelle des organisations endogènes, c'est-à-dire tournées beaucoup plus vers elles-mêmes qu'elles ne sont tournées vers leur environnement. L'endogénéité des organisations, c'est par exemple une des caractéristiques, bien sûr, de l'administration publique, puisqu'elle est en situation de monopole ou de quasi-monopole, ça dépend quand même. Elle peut imposer sa propre logique à son client. Typiquement, si l'on voulait s'amuser 2 minutes, on dirait que le net plus ultra de l'endogénéité, c'est l'éducation nationale, par exemple, hein, ce qui n'est pas une PME. L'éducation nationale, c'est quand même plus d'1 million de personnes. Tu observeras qu'à l'éducation nationale, ce que l'on gagne en passant des diplômes qui sont des diplômes ou des concours de qualification, plus tu passes des concours élevés,
et ce que tu en tires, c'est moins t'enseignes. Dans une organisation dans laquelle l'attente du client, le client, on ne parle pas comme ça à l'éducation nationale, enfin bon, on va dire l'attente du L'utilisateur. l'utilisateur, voilà, ce serait justement qu'on lui enseigne. Tu vois, moi, j'ai fait tout ce parcours du combattant, puisque j'ai commencé comme prof dans le secondaire, et j'enseignais en étant maître auxiliaire 21 heures. Il y avait des capétiens qui n'enseignaient plus que 17 heures. Et alors, les agrégés, c'est autre chose. Eux, ils n'ont pas passé simplement un certificat. Ils ont fait un an de stage pédagogique, donc ils sont très qualifiés, donc ils n'enseignent plus que 15 heures. Puis ensuite, il y a la fac. Là, je crois que j'enseignais à l'époque 8 ou 9 heures, quelque chose comme ça. Maître assistant encore moins. Maître de conf était encore moins. Puis j'ai terminé ce parcours épuisant comme prof à Paris 10 Nanterre avec un équivalent de temps plein, comme on dit, d'1 heure par semaine. D'un certain point de vue, les organisations qu'on a bâties pendant cette période étaient très protectrices. C'est ce qu'on appelle le segmenté séquentiel. Segmenté chacun dans son silo, peinard. Séquentiel, c'est B ne travaille que quand A a fini sa partie du travail. Donc, ça supprime les situations de dépendance et ça met totalement les gens en situation d'autonomie. C'est formidable. Pourquoi on en a changé? C'était si formidable. Parce que le défaut de ces organisations qu'on avait bâties à ce moment-là, certes, elles protégeaient très bien leurs membres, mais elles offraient des biens et des services de faible qualité à un coût élevé. Or, ça marche tant que tu es en situation de monopole ou de quasi-monopole. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Mais dès lors que les marchés, après les chocs pétroliers, ont commencé à s'ouvrir, alors le client a commencé à avoir le choix. Et donc, le rapport s'est inversé entre le client et les producteurs. Et d'un certain point de vue, ça, c'est quelque chose que, il me semble que les économistes ne l'ont pas assez décrit, sont passés à côté. Finalement, on est passé d'une situation dans laquelle ce qui était rare, c'était le produit, à une situation dans laquelle ce qui est rare, c'est le client. Et donc, cette inversion de la rareté a eu un impact extraordinaire sur les organisations et sur le management. Les entreprises se sont trouvées petit à petit face à des clients dont la demande pourrait se formuler ainsi: je veux plus pour moins, c'est-à-dire payer moins et je veux une meilleure qualité. Donc, il a fallu trouver ce que l'on appelle une variable d'ajustement. Ça a été l'organisation du travail. Et donc, les efforts qui ont été faits ont été de passer de ces formes dont j'ai parlé, segmentées et séquentielles, à des formes d'organisation du travail beaucoup plus transversales. Le fonctionnement par projet, la coopération, enfin, d'ailleurs, tous ces mots à connotation extrêmement positive, sauf que, malgré la connotation positive, d'un certain point de vue, ça a déprotégé le travail. La coopération, c'est dur, c'est humainement coûteux, c'est très difficile. Il est beaucoup plus facile de ne pas coopérer que de coopérer. Et moi, je dis toujours, quand j'enseigne aux gens, je leur dis: écoutez, si vous avez du mal à coopérer, ne vous inquiétez pas, vous ne souffrez d'aucune pathologie particulière, vous êtes des gens normaux. Je leur dis voilà. Mais pour une raison assez simple, c'est que la coopération met en situation de dépendance. C'est-à-dire, si moi je dois coopérer avec toi, peut-être que tu vas dépendre de moi, mais moi je vais dépendre de toi. Et voilà, des centaines d'études le montrent, nous haïssons les situations de dépendance. On passe à une phase de déprotection du travail. Et comment les salariés répondent à ça, qui ne verbalisent pas comme moi je le verbalise, mais qui le comprennent, qui le sentent. Et on entre là, au début des années 2000, dans une formidable période de retrait du travail. Bien entendu, ce n'est pas un retrait en temps. Les gens ne se mettent pas à arriver plus tard et à partir plus tôt. Non, c'est un retrait émotionnel, comme on dit, c'est-à-dire voilà, je n'y mets plus ce que je devrais y mettre. Comment, à leur tour, les entreprises ont-elles réagi en face de salariés plus ou moins désengagés du travail alors qu'elles en avaient besoin? Elles ont réagi par la coercition. Et on est entré dans le management coercitif. C'est le fait de mettre au point des outils de gestion qui vont permettre de contrôler au plus près ce que les gens doivent faire et surtout la façon dont ils le font, le comment les gens font ce qu'ils ont à faire. Essentiellement à travers un déluge de process, c'est absurde, d'indicateurs de performance, de systèmes de reporting, mais c'est surtout la surprocessisation des entreprises qui va être marquante. Plus on processise le travail, non pas en disant aux gens ce qu'ils ont à faire, mais comment ils doivent le faire. Et plus on envoie des messages de non-confiance aux gens,
Et en plus on produit l'effet inverse à celui recherché. C'est-à-dire qu'on met au point des process pour contrôler ce que font les gens, mais comme petit à petit, ils deviennent contradictoires les uns par rapport aux autres, personne ne sait exactement tous les process que des gens sont supposés suivre, eh bien, ça ne peut marcher que parce que ceux qui sont supposés les appliquer font preuve de bonne volonté, choisissent celui-là, oublient celui-là, etc., etc. Et malheureusement, la bonne volonté, c'est quelque chose qui se négocie dans les organisations. Donc, la surprocessisation du travail a accru le pouvoir d'un certain point de vue de négociation de ceux qui étaient chargés de les appliquer. C'est quelque chose qui, moi, m'a toujours étonné. C'est quelque chose que l'on sait. On le sait par cœur. Il suffit simplement de réfléchir à ce qu'en français, on appelle la grève du zèle. Ça consiste à appliquer strictement ce que l'on est censé appliquer. Tout le monde le sait, mais ça n'a jamais empêché qui que ce soit d'en produire toujours plus. Est-ce que tu dirais aussi que le problème de la surprocessisation, comme tu dis, c'est aussi du fait que justement ce process, il est toujours très top-down, c'est-à-dire qu'il est imposé justement à ceux qui vont travailler, là où un process peut être utile quand c'est les personnes eux-mêmes qui se créent leur process pour justement accomplir leur travail parce qu'ils savent comment le faire, on va dire. Voir si c'est les gens eux-mêmes qui se créent leur process, ça s'appelle la confiance. Il y a effectivement un point très intéressant que tu soulèves. Les entreprises ont créé des fonctions qui sont dédiées à la production des process. C'est ce qu'on appelle les fonctions support-sièges, qui sont en charge dans différents domaines d'élaborer les façons de travailler. Ça a amené d'ailleurs, et un certain nombre de dirigeants, il faut le dire, s'en rendent compte aujourd'hui, à une inflation de ces fonctions support-sièges. Et les entreprises du secteur marchand, c'est-à-dire privé, n'ont jamais atteint un tel niveau de bureaucratie que juste avant la crise Covid. On pourrait presque dire, et j'ai le sentiment bien sûr d'exagérer, que du strict point de vue du fonctionnement des organisations, cette crise Covid a été la bienvenue, parce qu'elle a permis d'arrêter un mouvement dans lequel on contrôlait plus très bien la façon dont fonctionnaient les organisations. On a envie de se dire que ce sont des changements de culture générationnelle, comme tu dis, ça vient de très loin en fait, cette culture managériale. Pourtant, on croise aussi des managers qui sortent de l'école, qui sont relativement jeunes et qui ont pourtant toujours ce même mode de pensée. Comment est-ce que tu l'expliques? On peut le comprendre par le fait que les business schools ont été des grands transmetteurs de ce mode de raisonnement dont je parle, segmenté, séquentiel. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, pour y avoir vécu dedans 30 ans, c'est de regarder comment sont organisées elles-mêmes les business schools. Parce qu'enfin, il n'y a pas plus segmenté que l'organisation d'une business school. Je veux dire, tout est séparé par spécialité, chacun a sa spécialité. Les business schools ont tenté des centaines de fois de faire des joint programs, c'est-à-dire des programmes réunissant des enseignants de différentes spécialités sans y parvenir. Donc, au contraire, le principe même, c'est de surspécialiser des gens. Et puis, comme j'essaie de l'expliquer dans le livre qui t'a frappé, dans la faillite de la pensée managériale, attention, ce qui s'oppose à vous, c'est un problème de raisonnement. Donc, on n'apprend pas aux gens du raisonnement. On ne leur apprend pas, par exemple, la complexité systémique. On leur apprend plutôt de la segmentation simplificatrice. Alors forcément, ça donne la démultiplication toujours du même raisonnement. Se développent en parallèle des modes managériales. Les modes managériales, elles sont foison. Certaines peuvent être très critiquables. Néanmoins, le fait que ces modes existent est un très bon indicateur qu'il y a un vrai problème de management. Sinon, les gens ne travailleraient pas comme ça, absolument à chercher d'autres façons de faire, qui sont toujours à la recherche de façon plus ouverte, plus confiante, moins processisée, etc., plus rapide d'ailleurs, hein, on peut dire ça, plus agile. On va dire ça, plus agile aussi. Et voilà, c'est un indicateur qu'il y a un problème et qu'il faut absolument trouver des façons de travailler de façon différente. Et voilà, parce que effectivement, on a atteint le maximum de ce que l'on pouvait atteindre dans les contraintes qui peuvent peser sur le travail. Nous, ce qu'on voit, c'est que quand on intervient sur des transformations d'entreprise,
on se rend compte que finalement, entre les grands patrons, les dirigeants et les contributeurs individuels, ils s'alignent assez facilement. Voilà, d'un côté, on donne du sens à ce qu'on fait et on cherche la meilleure solution pour y arriver. Ça paraît logique à tout le monde. Et au milieu de ça, on a ce qu'on appelle le middle management, qui lui se retrouve perdu tout en ayant pourtant un impact fort de nuisance, si on peut dire, sur la transformation. Ils peuvent vraiment la casser complètement. Donc ça semble un peu surprenant. Et donc surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces managers à trouver leur place quand même dans cette transformation et du coup, comment nous, on peut les accompagner? La crise Covid a véritablement mis en avant la question que tu viens de poser. Et pour qu'il soit clair pour vos auditeurs à partir de quoi là, je vais m'exprimer, il faut savoir qu'avec deux de mes collègues, et à notre initiative, sans personne ne demanderait, on a lancé en 2020, entre mars 2020 et novembre 2020 et début 2021, une très grosse étude qui a été souscrite, d'ailleurs, ce qui m'a surpris, par 9 organisations. Alors, je dis 9 organisations parce qu'il y avait 7 entreprises. La Banque de France, je ne sais jamais s'il faut la classer entreprise ou administration, voilà, et le Conseil général du Nord. On essayait de comprendre comment se gérait la crise. C'est assurer la continuation de l'activité. Quand on a regardé la façon dont s'est gérée la crise, et dont elle continue à se gérer d'ailleurs, il y a 2 acteurs qui sont centraux et un acteur qui est marginalisé. Les 2 acteurs centraux qui ont géré la crise, c'est d'abord les dirigeants. Mais ceux qui l'ont principalement géré au quotidien, c'est l'encadrement de proximité. Et surtout, il l'a fait à partir d'une pratique que nous appelons, nous, la désobéissance organisationnelle. C'est s'exonérer soi-même de l'application de normes, de règles, de procédures, de process, au motif que tu te rends compte, en ayant la responsabilité des opérations, que si tu les appliques, tu n'arriveras pas à poursuivre l'activité. Donc, et bien entendu, personne ne le leur a reproché. Et donc, tu vois bien que dans ce descriptif que l'on peut faire de la gestion de la crise Covid, il y a un absent. C'est ce que tu as appelé l'encadrement intermédiaire. Il est absent. Parce que d'un coup d'un seul, cet encadrement intermédiaire, dont le rôle traditionnel était plutôt ce qu'on appelle le command and control, on va le dire comme ça, c'est-à-dire, moi je suis là pour faire appliquer tous ces procès, tous ces trucs, tous ces machins, n'a plus su quelle pouvait être sa place dans ce processus dans lequel c'est effectivement l'encadrement de proximité qui se débrouillait. Cet encadrement intermédiaire n'a pas trouvé sa place. Et aujourd'hui encore, cette question de quel peut être le positionnement de l'encadrement intermédiaire par rapport à des salariés d'un côté et un encadrement de proximité de l'autre, qui ont pris beaucoup d'autonomie et qui ne renonceront pas facilement à l'autonomie qu'ils ont acquise pendant cette crise, quel peut être le positionnement de cet encadrement intermédiaire? Alors, bon, tout le monde trouve son truc à dire, il faut qu'ils s'accompagnent, il faut qu'ils soutiennent. Oui, mais concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire au fait? Aujourd'hui, cette question de l'encadrement intermédiaire est une question centrale qui se pose et qui va continuer de se poser au débouché de cette crise dont tous nous espérons qu'elle va bien se terminer un jour. Donc voilà, c'est aujourd'hui une des grandes questions, cette question de l'encadrement intermédiaire. Si je reformulais, donc notamment si je le replace donc dans notre point de vue de piloter, d'accompagner une transformation, c'est qu'il faut mettre le sujet au milieu de la table et puis se la poser simplement. Il faut qu'il y ait une réponse. Alors oui, bien sûr, mais tu vois, il faut aussi quand même voir une chose, les dirigeants, et c'était bien que l'on fasse ce travail, tout simplement parce que tu peux comprendre qu'on n'a pu le vendre qu'aux dirigeants. Il n'y a que les dirigeants qui pouvaient prendre la décision de lancer une étude sur le moment même, sur comment on était en train de gérer cette crise. Donc, ça a donné une possibilité de parler à ces dirigeants-là, et ils se sont rendus compte que les organisations fonctionnaient aussi bien, si ce n'est mieux, sans le fatras bureaucratique que produisait leur fameuse fonction support-siège. Et donc, il se pose la question aujourd'hui, et certains lui ont déjà répondu d'ailleurs, est-ce qu'on revient à la situation antérieure, on a tout à y perdre, ou est-ce qu'on prend acte de 2 choses,
c'est, un, on n'a pas besoin de tous ces gens dans les fonctions support qui nous produisent, c'est la règle D1 des bureaucraties. Une bureaucratie trouvera toujours quelque chose à faire pour justifier son existence. C'est la loi D1 des bureaucraties. Donc, si tu as les fonctions support siège développées, elles te produiront toujours ce qu'il faut pour justifier leur existence. Donc, tu ne peux arriver à contenir ça qu'en réduisant leur capacité d'action, en réduisant le nombre. Et deuxième constat, c'est peut-être continuer à faire confiance à cet encadrement qui est de proximité, qui a bien géré la crise. Donc pourquoi soudain chercherait-on, sans être sûr d'y parvenir, à reconfisquer l'autonomie qu'ils ont conquise pendant cette crise? Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager avec l'audience de la chaîne, l'audience de Scrum Life? Ce qui fait problème, le plus problème dans le management et qui crée le plus de difficultés aux managers, c'est qu'on ne leur communique pas, on ne partage pas avec eux un certain nombre de concepts de base sur la vie des organisations. Je veux dire, et ça c'est le deuxième point que je voulais dire, il y a une distance extraordinaire entre les acquis des sciences sociales et d'autre part, la façon dont sont gouvernées, dont sont pilotées, dont sont gérées au quotidien les entreprises. Je veux dire, dans le livre qui t'a tant frappé, je ne sais pas, être obligé de réexpliquer quand même ce que c'est que le pouvoir dans les organisations. En 2022, tu dis quand même, est-ce qu'on va continuer longtemps être obligé de réexpliquer la différence entre structure et organisation. Je te dis, enfin, je sais pas, moi, je cite, je crois, un article américain de 1977. Enfin, je veux dire, ça date de très longtemps. Donc, il y a des concepts de base qui permettent de se débrouiller dans les organisations qui sont totalement absents dans comment dirais-je, dans l'outillage que peuvent avoir les managers. Donc, moi, je dirais, voyez, et plutôt que d'étudier de la technique, essayez plutôt de vous centrer sur les façons de raisonner. Et aujourd'hui, ce qui pénalise le plus le management, c'est cette absence de corpus conceptuel qui permet de raisonner et par conséquent, d'un certain point de vue, de poser les problèmes tels qu'ils se posent. Pourquoi c'est encore plus pénalisant? C'est parce que ça amène à dire que l'entreprise est un monde extraordinaire d'abstraction. C'est un monde abstrait, l'entreprise. On ne parle pas de la réalité dans les entreprises. On parle à la rigueur de la réalité telle qu'elle devrait être. Alors, ça s'appelle les valeurs, une espèce de choses, je sais pas, enfin, inutiles, blabla, tout ce que l'on veut. Mais on s'abstient de considérer la réalité telle qu'elle est. Et du coup, le fait de s'abstenir parce qu'on ne sait pas faire de la compréhension de la réalité, ça amène les entreprises, avec l'aide des consultants qui y trouvent tous leurs avantages, à trouver des solutions à des problèmes qu'on ne connaît pas. Moi, je voudrais dire une petite anecdote. Quand je dirigeais Mercer, Delta, j'étais très frappé. Les consultants m'amenaient des propositions qui faisait aux clients, qui faisait 50 pages. Alors moi, je me disais, si je suis le client, je n'achète pas parce que j'ai tout dans la proposition. Donc, ça devrait me suffire normalement. Bon. Et dans laquelle je voyais écrit quelque chose qui me faisait hurler, le diagnostic sera offert. Ce qui voulait dire, le diagnostic, on s'en fout. C'est-à-dire comprendre la réalité, comprendre quel est le problème. Non, ce n'est pas ça notre sujet, on a des solutions déjà. Donc, il y a même des gens qui disent, mais je l'entends encore aujourd'hui, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Moi, je leur réponds, mais imbécile, s'il n'y a pas de problème, pourquoi tu veux des solutions, quoi, grosso modo, quoi. Voilà, on vit dans ce verbiage-là. Et alors, pour redevenir sérieux, bon maître en sociologie, ça me permet de conclure avec lui, Michel Crozier disait toujours, le problème, c'est le problème. C'est-à-dire, la première chose, c'est comprendre quel est le problème pour éviter de trouver des solutions à des problèmes qu'on ne connaît pas, qui est la maladie endémique et infantile, on peut dire les deux, endémique et infantile du management. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous voulez échanger plus du sujet, n'hésitez pas à contacter François Dupuis sur son LinkedIn.
On vous met le lien dans la description. Cet entretien a été vraiment inspirant pour nous. Si ça a été le cas pour vous aussi, dites-le en likant la vidéo bien sûr, pour nous le dire à nous, mais aussi à l'algorithme de YouTube pour qu'on fasse plus de contenu comme ça. Et si vous découvrez l'agilité ou que vous voulez en savoir un petit peu plus, abonnez-vous à la chaîne et inscrivez-vous sur notre formation gratuite. Ciao! Vous êtes mes plus grands fans!